L'Australie a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'influence de l'Iran, dévoilant un complot du corps des gardiens de la révolution islamique visant à éliminer l'antisémitisme et expulsant l'ambassadeur iranien. Plus près de chez nous, nous examinerons à quoi ressemblera l'opération de l'armée israélienne qui devrait changer le visage de la ville de Gaza et comment le Hamas se prépare à l'entrée de l'armée israélienne dans cette ville. Dans le même temps, l'envoyé spécial Steve Witkoff a révélé que le président Donald Trump tiendrait une grande réunion sur Gaza à la Maison-Blanche dans le courant de la semaine. Dans l'arène nordique, il est désormais établi que le Hezbollah n'ira nulle part. Nous vous expliquerons pourquoi et nous vous parlerons également du nouvel avant-poste que les forces de défense israéliennes construisent au sud Liban. En Syrie, une frappe aérienne israélienne près de Damas a fait 6 morts, mettant sous pression les négociations en cours entre Israël et le régime d'Al-Joulani. Pendant ce temps, les efforts déployés par l'Iran pour éviter le rétablissement des sanctions par les États européens semblent avoir échoué, les négociations à Genève ayant échoué au cours des dernières 24 heures, alors que la date limite n'est plus que dans quelques jours. Comme on pouvait s'y attendre, l'Iran profère de sombres menaces quant aux terribles conséquences pour tout le monde, sauf lui-même, et multiplie également les menaces à l'encontre d'Israël, affirmant que toute frappe future entraînera une escalade militaire, économique et politique. Bienvenue dans l'émission Boots on the Ground. Je suis votre hôte, Yair Pinto, et je vous apporte toute la vérité sur ce qui se passe en Israël. Les combats dans la bande de Gaza sont sur le point de passer à la vitesse supérieure, nous rapprochant de la phase finale de cette guerre. Le Hamas se prépare à la hâte à l'entrée de l'armée israélienne dans la ville de Gaza, notamment en tentant d'empêcher les habitants de quitter la zone afin de pouvoir continuer à les utiliser comme boucliers humains. La stratégie du Hamas consiste à créer les conditions propices à un grand nombre de victimes parmi la population civile afin de nuire à l'image d'Israël devant les médias internationaux et de lancer une campagne de délégitimation contre l'opération de l'armée israélienne à laquelle le monde s'oppose déjà de toute façon. Pendant ce temps, l'armée israélienne a mené à bien une vaste opération visant à détruire les infrastructures terroristes souterraines dans le centre de la bande de Gaza au cours des derniers jours et nous vous donnerons plus de détails à ce sujet. Dans l'actualité diplomatique, Mati Shoshani, analyste senior pour le Moyen-Orient chez TBN, nous donnera un aperçu des négociations à Genève entre les diplomates de l'E3, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et l'Iran sur la question du rétablissement des sanctions. L'échéance du mécanisme de rétablissement des sanctions arrive dans quelques jours et les efforts pour les éviter semblent avoir échoué. Mati nous en dira plus à ce sujet. Dans l'arène nord d'Israël, l'activité a été intense au cours des dernières 24 heures. En Syrie, 6 soldats de la 44e division de l'armée syrienne auraient été mortellement blessés lorsqu'un drone israélien a frappé leur position à Al-Kissawa, dans la zone rurale à la périphérie de Damas. Cela va sans doute compliquer les discussions en cours entre Israël et le régime Al-Joulani sur le déploiement de forces près de la frontière et sur d'autres questions. À ce propos, le ministre de la Défense, Yisrael Katz, a adressé un message clair et net concernant la position d'Israël sur le plateau du Golan. Et juste à côté, au Liban, le Hezbollah aurait prévu un budget d'1 milliard de dollars pour réparer et reconstruire les dégâts causés au quartier de Dakia à Beyrouth lors des récentes hostilités avec Israël. Je pense que c'est une bonne idée de reconstruire les maisons et les quartiers, mais la question est de savoir si cet argent sera réellement dépensé à cette fin ou s'il servira à financer le quartier général du Hezbollah dans les tunnels sous la ville. Nous allons examiner cette question de plus près pour voir ce que nous pouvons découvrir. Entre-temps, le bras long de l'Iran a été dévoilé et l'Australie est indignée après la révélation des liens entre les gardiens de la révolution iranienne et une série d'attaques antisémites contre la communauté juive de Melbourne. L'ambassadeur iranien à Canberra a été expulsé et le journal Sydney Morning Herald a révélé les échecs presque comiques des plans iraniens visant à attaquer des sites juifs sur le sol australien. Cette révélation met en lumière les problèmes liés à la méthode iranienne consistant à utiliser des organisations criminelles locales pour atteindre ses objectifs.
Nous espérons que le CGRI continuera à commettre ces erreurs, mais nous ne pouvons pas compter dessus et nous vous donnerons plus de détails sur cette affaire en cours. Nous avons donc beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et je vous présente votre émission Boots on the Ground en compagnie de Mati Shoshani. Nous vous apportons tout ce que vous devez savoir sur le 691e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de cette région qui opèrent sous le contrôle du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne à la tête de l'axe du mal en ruine au Moyen-Orient. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier pour votre soutien et vous invite à continuer à nous aider à diffuser la vérité. Nous menons un combat difficile pour que la vérité atteigne le plus grand nombre possible et chaque geste de votre part nous donne vraiment l'énergie nécessaire pour continuer. Alors laissez un commentaire, aimez la vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner si vous voulez en faire plus, investissez et aidez-nous à partager la vérité et à créer davantage de contenu depuis Israël. Vous pouvez visiter notre site tbnfr.org. Encore une fois, c'est tbnfr.org pour faire un don. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Et maintenant, passons à l'actualité du jour. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé au cours des dernières 24 heures que l'ambassadeur iranien serait expulsé après que les services de renseignement australiens aient déterminé que Téhéran était à l'origine d'au moins 2 attaques antisémites contre la communauté juive du pays. Il s'agit d'un événement majeur que nous examinerons plus en détail dans la suite de ce rapport. Mais tout d'abord, passons en revue les derniers développements dans la bande de Gaza. Les forces de la brigade sud de la division 143, y compris l'unité du génie de combat Ya'alam, ont mené à bien une opération visant à détruire les infrastructures terroristes et les voies souterraines dans le centre de la bande de Gaza au cours des derniers jours. Dans le cadre de cette opération, les forces ont découvert et détruit 2 voies souterraines utilisées à des fins offensives et éliminé des dizaines de terroristes dans la région dans le but d'étendre la zone de sécurité le long de la frontière au centre et au sud de la bande de Gaza. Ces activités s'inscrivent dans le cadre d'un effort plus large visant à poursuivre les préparatifs à grande échelle en vue de l'opération terrestre qui sera menée dans environ 3 semaines. Une partie de cet effort a également consisté en des opérations menées dans le quartier de Zaytoun et dans la banlieue de la ville de Gaza qui font partie de la phase initiale du plan dont l'objectif est de tester et de neutraliser les capacités du Hamas. L'un des principaux défis est constitué par les gratte-ciel de la ville qui servent à l'organisation de lignes de défense et d'observation. Parallèlement, la ville entretient des infrastructures vitales telles que les réseaux d'eau, d'électricité, de communication et de distribution qui nécessitent une planification minutieuse avant le lancement de cette opération afin d'éviter toute victime. Parallèlement aux préparatifs militaires, l'armée israélienne a déjà commencé à mettre en place des infrastructures dans les camps de tentes où devraient s'installer entre 850 000 et 1 million d'habitants qui seront évacués de la ville de Gaza. Ensuite, d'autres centres de distribution seront mis en place, puis le plan d'évacuation débutera parallèlement à la première action militaire, à savoir l'encerclement de la ville. L'évacuation sera effectuée par le biais de couloirs humanitaires, de tracts des médias arabophones et d'une annonce officielle de l'armée israélienne, suivie d'autres mesures. Une fois l'évacuation terminée ou la majeure partie de la population évacuée, l'ordre sera donné à l'armée de l'air de mener des frappes ciblées afin de détruire les cibles terroristes. Ce n'est qu'ensuite que commencera la manœuvre terrestre qui comprendra des combats au-dessus et au-dessous du sol. Parallèlement aux opérations de Tsahal, le Hamas s'organise également pour le combat. Selon les rapports des services de renseignement, les terroristes du Hamas s'efforcent d'empêcher les habitants de Gaza de quitter la ville. Ils menacent les civils assiégés et demandent à leurs agents de bloquer toutes les voies d'accès à la sortie. L'objectif du Hamas est de laisser autant d'habitants que possible à l'intérieur de la ville afin qu'ils servent de boucliers humains qui empêcheront l'armée israélienne d'opérer librement sur le terrain et, d'autre part, nuiront à l'image d'Israël, car la plupart des gens dans le monde blâmeront Israël pour le nombre élevé de victimes civiles.
Le récent incident à l'hôpital Nasser de Khan Younes a ajouté de l'eau au moulin, malgré les explications d'Israël et le fait que, selon le droit international, les terroristes du Hamas opérant à l'intérieur de l'hôpital en faisaient une cible légitime pour les tirs de l'armée israélienne. Cela n'a pas empêché de nombreux gouvernements, y compris des amis traditionnels d'Israël, comme l'Allemagne, de condamner Tsahal. Le Hamas s'en rend compte et sait qu'il peut utiliser ce stratagème encore et qu'Israël sera condamné à chaque fois. Nous continuons à nous concentrer sur Gaza, mais nous nous déplaçons légèrement vers le sud, à la frontière avec la péninsule égyptienne du Sinaï. Au cours des dernières 24 heures, l'Égypte a informé Israël et les États-Unis de son intention de renforcer sa présence militaire dans le nord du Sinaï, dans la zone adjacente à la bande de Gaza, malgré l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Selon ces sources, les forces armées entreront en action et se déploieront tout le long de la frontière afin d'empêcher toute infiltration et de contrôler un éventuel mouvement massif de population vers le sud. En Égypte, elles mettent en garde contre un danger réel si des centaines de milliers de personnes tentaient de fuir la ville de Gaza vers le sud de la bande de Gaza déjà surpeuplée. À titre d'information, certaines rumeurs circulent sur les réseaux sociaux arabophones selon lesquelles l'Égypte enverrait cette force à la frontière avec Gaza dans le cadre des préparatifs visant à punir Israël pour sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Ces rumeurs ont été allègrement reprises et amplifiées par de nombreux influenceurs dans les pays occidentaux, qui aimeraient évidemment voir Israël se faire attaquer par l'Égypte. Si vous êtes l'un de ces influenceurs, je suis désolé de devoir vous dire que l'Égypte ne va pas attaquer Israël pour nous punir d'avoir combattu le Hamas. Au contraire, la seule raison pour laquelle cette force militaire égyptienne est déployée à la frontière entre l'Égypte et Gaza est afin d'empêcher les Palestiniens de la bande de Gaza de fuir la zone de guerre de Gaza vers l'Égypte. Les Égyptiens n'ont aucune compassion pour les Palestiniens et n'en ont jamais eu. Ils ne veulent pas de Palestiniens dans leur pays. Tout comme tous les pays riches en pétrole du Moyen-Orient, ne se soucient pas d'eux et ont toujours refusé d'accueillir les réfugiés palestiniens et n'ont pas fait grand-chose pour les aider. Que pensez-vous de toute cette situation? Je suis très curieux de connaître votre avis, alors n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section commentaires. Et maintenant, nous passons au développement diplomatique concernant Gaza. La décision du cabinet sera prise pour la première fois cette semaine depuis que le Hamas a approuvé une proposition d'accord partiel visant à libérer certains otages en échange d'un cessez-le-feu de 60 jours. Cependant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait ne même pas soumettre la proposition à la discussion, Israël ayant clairement indiqué qu'il n'accepterait un accord global que s'il était conclu selon ses propres conditions. La nouvelle stratégie d'Israël consistant à refuser un accord partiel découle de la pression exercée par l'administration Trump qui refuse d'entendre parler d'accord partiel ainsi que de la conviction en Israël qu'un accord partiel condamnerait à coup sûr à la mort ceux qui resteraient entre les mains du Hamas pendant la deuxième partie de cet accord. Alors s'il vous plaît, continuez à diffuser la vérité, partagez et suivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de nous aider à créer plus de contenu. C'est ainsi que nous y parvenons avec votre aide. Si vous voulez nous aider à créer d'autres vidéos, à vous tenir au courant de ce qui se passe en Israël, rendez-vous sur tbnfr.org. Encore une fois, c'est tbnfr.org. Nous menons cette guerre pour le récit et la vérité, et nous avons besoin de votre aide. Vous pouvez nous aider en visitant notre site web ou en cliquant sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Et maintenant, nous nous tournons vers le nord où le porte-parole médiatique du Hezbollah, le journal Al-Akhbar au Liban, a rapporté mardi matin qu'il y avait au moins 8 avant-postes israéliens dans le sud du Liban et non 5 comme le prétend l'armée libanaise. La source militaire citée dans le rapport a déclaré qu'Israël a récemment établi 3 avant-postes supplémentaires. 2 d'entre eux se trouvent à Batalat el-Mafar, dans la banlieue d'El Hadissa, et un autre avant-poste à El Dawir, dans le village libanais de Houla. Et selon la source, Israël continue à maintenir ses avant-postes à l'intérieur du Liban. Ces affirmations ont été publiées quelques heures après le discours du secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem.
Le chef du Hezbollah a proféré une menace à l'encontre du gouvernement libanais, déclarant que celui-ci ne serait plus responsable de la souveraineté libanaise s'il ne révélait pas sa décision de désarmer le Hezbollah. Cette déclaration fait vraisemblablement suite à celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a déclaré qu'Israël réduirait sa présence au Liban si des mesures étaient prises pour désarmer le Hezbollah. Qassem a également appelé Israël à quitter le territoire libanais, à mettre fin aux frappes aériennes et aux avant-postes de l'organisation terroriste Hezbollah qui envoie des missions pour reconstruire sa capacité à nuire à Israël et à libérer les terroristes du Hezbollah actuellement détenus dans les prisons israéliennes afin qu'ils puissent continuer à terroriser les citoyens israéliens en toute liberté. Il a ajouté qu'Israël devait d'abord mettre en œuvre l'accord et que ce n'est qu'ensuite que nous discuterons de la stratégie défensive. Qu'en pensez-vous ? Les demandes de Qassem sont-elles raisonnables? Israël doit-il accéder à ces demandes? Dites-le nous dans la section des commentaires. Nous allons maintenant passer à Mati Shoshani, analyste senior pour le Moyen-Orient chez TBN, mais avant cela, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de rester informé en temps réel et de ne manquer aucun épisode de Boots on the Ground. Mati, tout le monde qui suit TBN depuis notre chaîne se demande ce qui se passe avec l'Iran. La date limite pour les sanctions européennes de rétablissement approche et les rapports issus des négociations à Genève visant à éviter ces sanctions semblent avoir échoué. Si les Iraniens n'annoncent pas leur accord sur des concessions majeures d'ici le 31 août, les puissances européennes réimposeront les sanctions qui auront un effet dévastateur sur l'économie iranienne déjà en difficulté. Pendant ce temps, les dirigeants iraniens ne cessent de proférer des menaces contre Israël, tandis que les vagues de chaleur, les sécheresses et les pénuries d'électricité qui sévissent actuellement rendent la vie impossible à des millions de citoyens ordinaires en Iran. Mati, dites-nous clairement quel est l'avenir de l'Iran et de la région? C'est une excellente question, Yair. Il ne reste plus que 5 jours. Et à Genève, les représentants de l'Iran, des E3 et l'Union européenne se sont rencontrés et se sont séparés sans résultat décisif. Selon des sources diplomatiques, la réunion n'a pas été un désastre complet, mais aucune mesure iranienne concrète n'a été mise sur la table, ce qui est un problème majeur. Cette absence de mouvement augmente fortement les chances que l'Europe prenne, dans les prochains jours, des mesures pour activer les sanctions de l'ONU. L'ultimatum est clair. Si, d'ici le 31 août, l'Iran doit accepter de reprendre les négociations directement avec les États-Unis, il devra alors autoriser les inspecteurs de l'AIEA à revenir dans le pays, y compris dans les installations qui ont été endommagées en juin, et rendre compte des quelques 60% d'uranium enrichi qui sont encore entre les mains de l'Iran. Si ce n'est pas le cas, l'Europe menace d'imposer les sanctions de l'ONU et c'est là où nous en sommes actuellement, ou plutôt la grande décision qui nous attend ce soir. Quelles sont donc les exigences de l'Europe et que s'est-il passé à Genève? Décortiquons les choses, car il y a beaucoup d'éléments en mouvement. Voici donc une liste de contrôles simples que l'Europe a donnée à Téhéran. La première chose à faire est de reprendre les négociations avec Washington. Parlez-leur directement, sans passer par des intermédiaires. Deuxièmement, il faut rétablir le contrôle intégral de l'AIEA, avec un accès aux sites, en particulier ceux touchés en juin, et aux matériaux que l'agence a demandé à voir dans le passé et qui lui ont été refusés. Le troisième élément est la divulgation et la vérification du stock d'uranium enrichi à 60%, de son emplacement et de sa quantité. Les diplomates affirment que les E3 pourraient légèrement repousser la date limite, à condition que l'Iran entame des pourparlers directs avec les États-Unis et reprenne la surveillance de l'AIEA. Ce soir, après la réunion de Genève, des sources affirment qu'aucune proposition iranienne concrète n'a été offerte ou mise sur la table. La ligne publique de Téhéran a demandé aux E3 et au Conseil de sécurité de l'ONU de donner plus de temps à la diplomatie. Et il soutient que les Européens n'ont aucun fondement juridique pour déclencher le mécanisme de retour en arrière. Voici donc ce que l'Europe leur répond. Le temps est presque écoulé, il est temps que l'Iran agisse et que les choses avancent. Je vais vous expliquer ce que signifie réellement un mécanisme de retour en arrière. Il s'agit de restrictions sur les activités liées aux missiles balistiques et aux technologies connexes. Cela signifie que les avoirs sont gelés, que des interdictions de voyager sont imposées et que les États sont autorisés à fouiller directement les avions et les navires iraniens à la recherche d'articles interdits partout dans le monde. Ce processus favorise la restauration. Une fois qu'il est déclenché, le Conseil de sécurité doit voter pour maintenir l'allègement des sanctions. En d'autres termes, c'est automatique. Et si ce vote échoue, les anciennes sanctions seront
automatiquement rétablie. La fenêtre temporelle de l'E3 est très étroite. La décision prise par l'ONU en 2015 expire le 18 octobre. En septembre, la Russie assurera la présidence tournante du Conseil. En bref, si l'Europe tire la sonnette d'alarme cette semaine, il sera extrêmement difficile à l'avenir de mettre fin au mécanisme de rétablissement des sanctions. Le message de Téhéran à l'Occident est donc d'élargir les fronts si Israël ose frapper à nouveau. Voyons ce que cela signifie. Parallèlement à la diplomatie, le président du Parlement iranien, Mohammad Ghalibaf, a averti que toute attaque israélienne étendrait la guerre à de nouveaux fronts militaires et aux domaines économiques et politiques. Cette menace s'inscrit dans le souvenir de la guerre de 12 jours du 12 juin. Israël a effectué des centaines de frappes sur des cibles nucléaires, militaires et d'infrastructures à l'intérieur et autour de l'Iran. L'Iran a tiré des missiles et des drones sur Israël. La plupart ont été interceptés en cours de route et seuls quelques-uns d'entre eux ont causé des dégâts et des victimes à l'intérieur d'Israël. Depuis, de nombreux observateurs estiment que le cessez-le-feu est temporaire, les deux parties se préparant à d'éventuelles nouvelles actions. Et dans le même souffle, Téhéran exhorte l'E3 et l'ONU à retarder les mesures punitives en insistant sur ses droits nucléaires et affirme que l'Europe n'a pas la capacité juridique d'activer le mécanisme d'annulation. Il s'agit là de la voie de pression de l'Iran, parallèlement à sa demande diplomatique. En résumé, l'Iran a beaucoup d'arguments sur la table et doit prendre une décision, et ce rapidement, dans les 2 prochains jours, pour savoir s'ils essaient de gagner du temps, comme c'est souvent leur stratégie, ou bien s'ils sont prêts à entamer une véritable négociation. L'Iran sera-t-il en mesure de présenter un accord et des mesures écrites? Les États-Unis engageront-ils des pourparlers directs avec l'Iran? L'AIEA aura-t-elle de nouveau accès aux installations iraniennes et disposera-t-elle d'une carte vérifiable indiquant où se trouve l'uranium enrichi à 60%? Ou bien l'E3 va-t-il remettre en place le mécanisme sur l'Iran en imposant à nouveau des sanctions? Une fois de plus, la date limite est le 31 août, c'est-à-dire la semaine prochaine, dans quelques jours, puis une autre date limite en octobre. Une fois que les sanctions seront mises en place, une fois que le mécanisme de retour en arrière sera en place, le temps commencera vraiment à manquer pour les Iraniens et j'espère qu'ils mettront fin à ce processus sans avoir la possibilité de rétablir leur programme nucléaire. Waouh Mati, merci d'apporter un peu de clarté à ces questions. Nous restons concentrés sur l'Iran car cette semaine a été marquée par des développements plus dramatiques dans ses relations avec les puissances occidentales. Au cours de l'année écoulée, l'Australie a connu une forte augmentation des incidents antisémites, notamment des agressions verbales et même physiques contre des touristes israéliens. Aujourd'hui, le gouvernement australien a annoncé qu'il avait la preuve que certaines de ces attaques avaient été provoquées par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Pour cette raison, le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mardi matin que son gouvernement allait expulser l'ambassadeur iranien de la capitale, Canberra, estimant qu'il s'agissait d'actes d'agression extraordinaires et dangereux commis par un État étranger sur le sol australien. Albanese a ajouté que l'organisation australienne du renseignement de sécurité, ASIO, avait déterminé, sur la base de renseignements fiables, que le gouvernement iranien était responsable des attentats perpétrés en décembre contre la synagogue Adat Israël à Melbourne et le restaurant Louis Continental Kitchen. Il a ajouté que, selon les évaluations, l'Iran aurait également orchestré d'autres attaques visant à saper la cohésion sociale et à semer la division au sein de notre communauté. Cela est inconcevable et le gouvernement australien prend des mesures fermes et décisives pour y répondre. En outre, parallèlement à la décision d'expulser l'ambassadeur, Albanese a annoncé la suspension des activités de l'ambassade d'Australie à Téhéran et a précisé que tous les diplomates australiens se trouvaient déjà en sécurité dans un pays tiers. Le gouvernement australien a également conseillé à tous ses citoyens de quitter l'Iran dès que possible. Mike Bourge, chef de l'ASIO, a ajouté que les gardiens de la révolution iranien passaient par une chaîne d'intermédiaires, y compris des syndicats du crime locaux, des gangs de rue, selon un schéma similaire à celui observé dans les pays européens au cours des dernières années. Il a ajouté que l'ASIO ne pense pas que l'Iran soit derrière tous les actes antisémites commis en Australie, mais que d'autres incidents font actuellement l'objet d'une enquête.
Il a conclu en déclarant que les actions de l'Iran sont inacceptables, qu'elles mettent des vies en danger, sèment la peur dans les communautés et déchirent notre tissu social. L'Iran et ses mandataires ont allumé les allumettes et attisé les flammes. Pour toutes ces raisons, les gardiens de la révolution seront ajoutés à la liste officielle des organisations terroristes désignées par l'Australie et le gouvernement envisagera de promouvoir d'autres législations spécifiques à leur encontre. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a répondu aux accusations de l'Australie, à la suite desquelles l'ambassadeur iranien a été expulsé du pays et a déclaré que toute action inappropriée dans le domaine diplomatique entraînerait une riposte de la part de l'Iran. Nos collègues examinent la question et décident du type de réponse appropriée. En ce qui concerne les allégations antisémites, il a déclaré que les accusations d'antisémitisme étaient totalement rejetées, car ce concept n'existe pas dans notre culture, notre histoire et notre religion, et qu'il s'agit principalement d'un phénomène occidental et européen. La persécution des Juifs dans l'histoire est un problème lié à l'Europe et les Européens doivent en être tenus pour responsables. Moi, Yair Pinto, je ne peux pas laisser passer ce commentaire sans réagir et je suis sûr que vous aussi. Car le régime révolutionnaire islamique pour lequel cet homme travaille attise sans vergogne depuis des décennies la haine antisémite et anti-israélienne dans le monde entier. Dire que l'antisémitisme n'existe pas dans la culture et l'histoire de ce régime est un mensonge catastrophique et absurde, et même si je suis sûr qu'il ne fait que son travail en le répétant, il devrait néanmoins avoir honte de lui-même. Et en parlant de personnes qui font leur travail, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a également fait une déclaration à ce sujet mardi soir, affirmant qu'il y a quelques jours, j'étais apparu à plusieurs reprises dans les médias australiens et avait attaqué la position conciliante du gouvernement australien à l'égard de l'antisémitisme. Je suis heureux que l'Australie ait décidé aujourd'hui d'expulser l'ambassadeur iranien après qu'il a été révélé que l'Iran était à l'origine de 2 incidents antisémites dans le pays. Il s'agit d'un premier pas et, je l'espère, d'un second. Je suis d'accord avec la déclaration du Premier ministre israélien et je fais également mon travail ce matin, même si j'ai un peu sommeil. Vous voyez, comme des millions d'autres Israéliens, j'ai été brutalement réveillé tôt ce matin par les alertes sur mon téléphone et les sirènes m'annonçant qu'il était temps d'emmener ma famille dans un abri anti-bombe car le régime terroriste houtiste au Yémen avait tiré un nouveau missile balistique sur nous. Les forces de défense israéliennes ont fait leur travail habituel en interceptant le missile qui n'a fait ni dégâts ni victimes. Dieu merci. Mais il est à noter que le rythme des missiles provenant du Yémen semble s'accélérer légèrement puisque le dernier a été tiré vendredi et que nous en avons déjà reçu un autre tôt mercredi matin. Nous reportons maintenant notre attention sur la zone nord. Alors que les États-Unis s'efforcent de promouvoir un accord de sécurité entre Israël et la chaîne syrienne Al-Akbaria, a rapporté dans la nuit de mardi à mercredi que 6 soldats syriens avaient été mortellement blessés lors d'une frappe israélienne menée par un drone à Al-Kisawah, dans la zone rurale à la périphérie de Damas. Pour l'instant, l'armée israélienne n'a pas confirmé avoir mené une frappe à cet endroit, mais selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dispose d'un réseau fiable d'informateurs dans toute la Syrie, les soldats appartenaient à la 44e division de l'armée syrienne et plusieurs autres soldats syriens ont été blessés lors de la frappe. Cela fait suite à une plainte déposée plus tôt dans la semaine par le régime d'Al-Joulani, selon laquelle Israël aurait envoyé 60 soldats sur son territoire près du mont Hermon, violant ainsi sa souveraineté, soi-disant. L'armée israélienne a déclaré que les soldats avaient de mener une opération de routine dans le sud de la Syrie, mais pas à Beit Jan, une zone proche de la frontière avec le Liban et près du mont Hermon. Ces informations ont été révélées après que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ait rencontré dimanche à Jérusalem l'envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie et le Liban, Thomas Barak. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Washington pour promouvoir un accord de sécurité qui inclura Israël et les 2 pays. Était également présents à la réunion Morgan Ortagus, ancien envoyé des États-Unis dans la région, Tsachi Enegbi, conseiller à la sécurité nationale d'Israël, et Mike Huckabee, ambassadeur des États-Unis en Israël.
Par ailleurs, Al-Joulani aurait récemment rencontré des personnalités des médias arabes et d'anciens ministres de l'information pour leur faire part de discussions avancées sur un accord de sécurité entre Damas et Tel Aviv. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à faire des reportages jour après jour sur tous ces fronts israéliens. Restez donc à l'écoute de la vérité en temps réel en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Et vous pouvez nous aider à créer plus de contenu et à faire partie de l'équipe ici en Israël en allant sur notre site web à tbnfr.org/don ou en cliquant sur le bouton « Faire un don » ici sur YouTube. Encore une fois, c'est tbnfr.org/don. Et surtout, les amis, il s'agit d'une guerre spirituelle. La meilleure chose que vous puissiez faire dans cette situation est de prier. Unissez-vous dans la prière. Cela fonctionne. Dieu nous écoute. Remerciez Dieu. Priez pour les soldats qui se préparent à entrer dans la ville de Gaza. Priez pour la sagesse de nos dirigeants, de vos dirigeants dans cette situation, des dirigeants australiens qui traitent actuellement avec le régime iranien. Priez pour toutes les vies innocentes qui sont affectées par ce conflit, pour les habitants de Gaza, du Yémen, de la Syrie et du Liban. C'est difficile pour moi de le dire, mais priez pour que les ennemis d'Israël n'aient pas gain de cause, mais pour qu'ils aient de l'amour pour le peuple juif et pour le peuple d'Israël et pour que Dieu change leur cœur. Et continuez à prier pour la paix à Jérusalem.